Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, en vos grades et en vos qualités, la seconde édition du Séminaire national d'enseignement de défense au profit des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation va pouvoir commencer. Ce séminaire, organisé par le ministère des Armées, en lien étroit avec les INSP, et je tiens à remercier M. Sébastien Jakubowski, M. Xavier Boniface et Stéphane Collin, délégués à l'éducation et à la défense auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche, qui nous ont aidés à organiser ce séminaire. Alors nous vous remercions très sincèrement d'être venus aujourd'hui en présentiel et d'avoir relevé les défis des problématiques de transport qu'on a tous connus, et en distanciel pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube du ministère des Armées et sur la chaîne YouTube du réseau des INSP. Alors pour celles et ceux qui nous suivent en distanciel, sachez qu'on prendra des questions au moment des temps des échanges. Nous tenons aussi à remercier bien évidemment Monsieur le Préfet de nous avoir accueillis aujourd'hui dans cette très belle préfecture et de son directeur de cabinet, sa chef de cabinet qui nous ont vraiment aidés à l'organiser hier soir. Alors ce séminaire sera animé par Bérénice Valkellner qui est ici et qui effectue son apprentissage au sein du Bureau de l'action pédagogique et de l'information mémorielle au ministère des Armées. Bérénice est étudiante en Master 1 politique de communication à Paris-Saclay. Alors pour moi-même, je suis Anne-Gaëlle Leménaire, je suis la chef du Bureau de l'action pédagogique et de l'information mémorielle au sein de la sous-direction de la mémoire combattante avec Madame Taille, ma sous-directrice, et à la direction de la mémoire, de la culture et des archives avec Monsieur le directeur, Monsieur le contrôleur général des armées, Sylvain Matucci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle. Nous sommes très heureux de présenter ce séminaire. Nous avons préparé cette rencontre avec les équipes de la direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées et le réseau des INSP pour mesurer tout le sens de ce séminaire, son utilité au profit des formateurs, enseignants et étudiants des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. J'invite maintenant à la tribune Monsieur le Préfet. Bien, Monsieur le directeur du cabinet, Monsieur le directeur, Mesdames, Messieurs, c'est vraiment un très grand plaisir, mais aussi un grand honneur pour moi de vous accueillir ce matin sous le toit de la préfecture de la Somme. Alors un plaisir parce que, évidemment, pouvoir organiser en ce lieu un événement important pour le lien armée-nation, un événement important pour la transmission entre les générations, on se dit quelque part que la préfecture d'Amiens remplit complètement sa vocation républicaine bien sûr, hein, c'est une maison qui est faite pour accueillir dans la diversité, accueillir le maximum d'événements possibles et évidemment les événements qui sont organisés et souhaités par notre gouvernement. Mais enfin, quel meilleur endroit surtout qu'Amiens, Amiens, ville qui a été détruite à 2 reprises au XXe siècle, vous le savez bien. Quel meilleur endroit qu'Amiens pour parler de l'enseignement de défense. Alors l'enseignement de défense, ce n'est pas évidemment que la mémoire, mais dans un département comme celui-là, ça a vraiment beaucoup de sens. En plus, vous êtes ici dans un immeuble qui a été préservé, quelque part, hein, l'hôtel de l'Intendant, construit 10 ans avant la Révolution française. On reconnaît d'ailleurs un peu le style Louis XVI de l'époque, un hôtel qui, je crois, a été défiguré par les bombardements de la Première Guerre mondiale, mais de manière suffisamment, suffisamment légère pour pouvoir être reconstruit et qui a échappé au grand incendie d'Amiens en 1940. C'est le quadrilatère de la ville qui a été préservé. Et puis il s'est passé des choses qui, même si elles n'ont pas un lien direct avec l'histoire militaire, ont un lien en revanche avec nos grands héros nationaux, puisque dans cette salle, vous le savez, certains d'entre vous le savent, en 1934 et en 1935, un secrétaire général de préfecture, Jean Moulin, avait organisé un bal au profit des enfants des chômeurs. Je crois que c'est la dernière fois qu'on a organisé des bals dans cette préfecture, hein. C'est quelque chose qui a longtemps disparu, mais enfin il y avait là une vocation sociale et vraiment ça fait partie des souvenirs multiples évidemment dans ce genre de palais qui a vu défiler de très nombreuses autorités. Ça fait partie des souvenirs auxquels on tient. Donc voilà, c'est ce qui fait vraiment le plaisir. Petit plaisir aussi à titre personnel, j'en profite puisque je fais partie des dernières générations qui ont accompli leur service national et je l'ai fait à l'époque à la DICODE. Voilà, donc le CPA ne m'est
pas tout à fait inconnu, même si le CPA a existé bien avant la DICODE. Là aussi, on fait référence à des choses qui se sont produites il y a maintenant plus d'un siècle. Mais enfin, ça fait plaisir de revoir cette fonction très importante de communication et de transmission au sens large. Ça me parle tout à fait. Et puis, évidemment, un honneur, puisque de très hautes autorités ont fait le déplacement ou se sont mobilisés pour pouvoir parler dans le cadre de cette journée. C'est évidemment ce qui fait l'intérêt de ces rencontres-là. Moi, je suis très heureux qu'il y ait du présentiel quand même. Je sais qu'il y a des capsules vidéo et on va écouter attentivement ce que nous dit la ministre. Mais c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, à l'époque, hein, en 2000, on ne parlait pas encore de YouTube et de tous ces modes de communication modernes. Ils sont extrêmement importants pour toucher beaucoup de monde. Mais enfin, quand on est dans la transmission, et je pense que tous ceux qui travaillent dans la pédagogie, tous ceux qui travaillent dans le monde de l'éducation nationale le savent, le présentiel reste important en dépit des difficultés qu'il peut poser et qui ont été parfois insurmontables dans les 2 années passées pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Mais enfin voilà, vraiment heureux d'avoir un peu de monde dans cette salle pour s'entendre et s'écouter de manière non intermédiaire et très directe. Je vous souhaite une très bonne journée de travail. Je reste avec vous quelques instants, mais je m'échapperai ensuite pour vaquer à mes activités de préfet. Je passerai peut-être une tête un peu plus tard cet après-midi. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Madame la secrétaire d'État en charge des anciens combattants et de la mémoire ne pouvant malheureusement pas être présente parmi nous aujourd'hui, elle a néanmoins tenu à vous adresser un message. Bonjour à tous. Je ne suis malheureusement pas avec vous aujourd'hui, mais sachez que je suis là avec le cœur. Je tenais à faire cette petite vidéo pour vous remercier de la tenue de ce premier séminaire d'enseignement de défense et de formation de nos enseignants. Nos enseignants qui sont des véritables hussards de la République. Nous devons donner à nos enseignants qui s'engagent tous les jours auprès de notre jeunesse, des collégiens, des lycéens, nous devons leur donner les outils. Nous avons pris conscience que vous aviez besoin de nous, mais nous avons aussi besoin de vous. Vous éduquez ces enfants à l'histoire, à la mémoire, ces enfants qui s'interrogent aujourd'hui beaucoup sur cette guerre en Ukraine. Ils ont besoin de réponses. Et donc nous devons pouvoir vous donner les outils pour apporter ces réponses. Je réalise, depuis que j'ai été nommée le 4 juillet, dans mon secrétariat d'État chargé des anciens combattants, mais surtout de la mémoire, l'importance que peut avoir notre mémoire pour notre jeunesse. Aller chercher ces forces morales dont on aura besoin peut-être un jour. Et donc votre engagement est essentiel. Sachez compter sur moi, sachez compter sur mon ministère. Moi qui me déplace, je suis allée la semaine dernière en Aveyron, où j'ai pu constater le travail qui avait été fait par ces enseignants, des collégiens et des lycéens. C'était une après-midi extraordinaire, avec des enfants qui avaient saisi le sujet. Ils s'en souviendront longtemps. Ça va leur permettre, et pour en avoir discuté avec eux, demain, de ne pas déboulonner des statuts. C'est cela que nous cherchons, enseigner, toujours avec qualité, toujours en apprenant à nos jeunes cette mémoire dont ils ont besoin. Je sais pouvoir compter sur vous, je vous suis profondément reconnaissante. Nous continuerons ensemble à pouvoir faire confiance à notre belle jeunesse. Je vous souhaite un bon séminaire et à bientôt. J'invite à la tribune Monsieur Thierry Laurent, directeur de cabinet de Madame la secrétaire d'État en charge des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le préfet, madame la conseillère régionale, monsieur le directeur de la mémoire, de la culture et des archives, monsieur l'inspecteur général, mon général, monsieur le président du réseau des INSPE, messieurs les officiers, mesdames et messieurs les enseignantes et enseignants, quelle que soit la phase de votre carrière dans laquelle vous vous trouvez. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue au nom de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, à cette deuxième édition
du séminaire national d'enseignement de défense au profit des INSPE. La secrétaire d'État avait prévu d'être avec vous, mais elle doit participer en ce moment même à une réunion de préparation de la loi de programmation militaire autour du président de la République, et elle m'a donc chargé de la représenter. Je le fais avec d'autant plus de plaisir que cela me permet quelques instants de renouer avec mon premier métier. C'était il y a un quart de siècle, et j'étais sur les bancs d'un IUFM, donc, chers collègues, je suis ravi d'être avec vous. Je voudrais également remercier le préfet de la Somme, Étienne Stotskopf, qui nous accueille dans cette magnifique salle des fêtes de la préfecture et qui nous permet de mener les travaux de cette journée dans les meilleures conditions, après ce que nous ont préparé les élèves du lycée professionnel Gand pour vous accueillir. Permettez-moi d'abord de saluer la richesse du programme qui est le vôtre aujourd'hui autour de deux questions. Deux questions à la fois simples et fondamentales, pourquoi et comment, et qui sont souvent d'ailleurs à la base des réflexions que conduisent les professeurs d'histoire-géographie dans leur classe. Pourquoi un enseignement de défense et comment faire pour enseigner la défense aux collégiens, aux lycéens? La première question pose celle de la légitimité de cet enseignement. La deuxième, des conditions de sa pratique et de la réussite de sa mise en œuvre. Pourquoi, d'abord? Eh bien, depuis la fin de la guerre froide, depuis la suspension de la conscription, il y a une modification profonde de notre rapport collectif et de celui de la jeunesse aux armées et donc aux questions de défense, même si, évidemment, les armées n'épuisent pas l'intégralité du sujet de la défense. Or, ce rapport, il est déterminant pour toute société, pour toute nation. On le voit à travers l'histoire même de la construction de notre République, de Valmy à nos jours. Pas une génération, d'ailleurs, depuis la fin de la guerre froide, qui n'ait eu à connaître de nos engagements militaires, la guerre du Golfe, l'ex-Yougoslavie, l'Irak, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Mali, aux côtés d'engagements plus anciens mais qui perdurent, comme le Liban, par exemple, avec la FINUL. Et puis, la défense reste l'un des principaux budgets de l'État, malgré les dividendes de la paix. Alors, les militaires parfois disent que ça n'est pas assez, d'autres disent que c'est trop, mais enfin, la réalité des chiffres est là, ce sont des budgets importants, c'est dire l'importance qui attache la nation, et donc cela mérite qu'on y consacre quelque temps au profit de la jeunesse. Il faut donc transmettre les enjeux contemporains, et c'est une nécessité qui s'inscrit aujourd'hui dans un contexte, vous le connaissez, où la guerre fait son retour sur le continent européen, où les enjeux d'alliance, comme les rivalités à l'échelle mondiale, prennent une dimension nouvelle. Notre jeunesse, nos élèves, sont nécessairement en demande d'explications face à cette situation, face aux images qu'ils voient, que ce soit à la télévision parfois et très souvent maintenant sur les réseaux sociaux. Et puis justement, à l'heure de la désinformation, à l'heure où cette désinformation et où l'influence sont des armes plus dangereuses que jamais, cet enseignement de défense, il faut aussi le concevoir comme une éducation à l'esprit critique. Une partie de l'après-midi sera d'ailleurs consacrée à l'utilisation des images et donc à leur décryptage avec une intervention de Laurent Vessière, le directeur de l'établissement cinématographique et de production audiovisuelle de la Défense. J'espère que j'ai bien l'acronyme. Non, pas tout à fait, comme ça change régulièrement. Voilà, tout est dans tout et il faut tout changer pour que rien ne bouge. Enfin, c'est pas tout à fait ça, il dira les bons éléments tout à l'heure. Voilà, l'Ukraine, la guerre en Ukraine, elle montre bien ce recours massif à la guerre informationnelle et donc aux images. Et donner des outils de réflexion aux enseignants pour lutter contre le relativisme est aussi essentiel, ce relativisme qui fait croire qu'on peut, enfin qui constate d'ailleurs, qu'on peut tout faire dire à une image. C'est vrai, on le peut, mais une partie de l'enseignement de défense, et notamment quand on se sert des images pour le conduire, permet de reconnaître ce qu'une image ne dit pas et ce qu'on veut lui faire dire en abusant des faits. Pour tout cela,
Le ministère des Armées est à vos côtés et est aux côtés du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. La direction de la mémoire, de la culture et des archives, dont le personnel et dont les agents sont très nombreux autour de son directeur dans cette salle aujourd'hui, et la direction de l'administration centrale du ministère des Armées qui est chargée de cette politique publique, de la coordonner en s'appuyant évidemment sur les armées et sur l'état-major des armées. Elle conçoit ainsi des ressources pédagogiques à destination des enseignants en lien avec les programmes. Elle promeut aussi les classes de défense, qui sont un vrai succès. La ministre l'évoquait dans son intervention à Rodez, où elle était à la rencontre des élèves d'une classe de défense. Alors, ce sont des ressources en ligne, ce sont des correspondants aussi du côté de l'Éducation nationale dans les rectorats, pour vous aider, pour vous guider dans la conception de vos cours. Il faut aussi ne pas hésiter à vous appuyer sur le réseau du monde combattant via les services départementaux de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Le préfet a évoqué dans son propos le lien entre enseignement de défense et mémoire. C'est important aussi ce contact avec le monde combattant pour faire toucher du doigt les enjeux de défense qui recoupent bien souvent, mais pas uniquement, ceux de la mémoire. Pour que ce travail de mémoire, plus que ce devoir d'ailleurs, soit fécond, il faut nouer des fils avec le passé. C'est d'autant plus nécessaire que certains sont maintenant ténus. Pour les gens de ma génération et des générations précédentes, la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, c'est les récits de nos parents ou de nos grands-parents. Pour nos élèves aujourd'hui, c'est beaucoup plus lointain. Moi, j'ai le souvenir d'une élève en première qui ne savait pas qui avait gagné la Deuxième Guerre mondiale. Pour elle, ça n'avait pas de lien avec son présent, ça n'était pas inscrit dans son histoire familiale. Il faut en tenir compte aujourd'hui quand vous parlez mémoire ou enseignement de défense aux élèves. Vous le savez dorénavant encore mieux que moi. Je parlais des fils, sachez aussi, et cela nous fait prendre conscience de la profondeur de l'histoire, que l'an dernier, l'Office national des combattants et des victimes de guerre avait encore parmi ses ressortissants 18 personnes au titre de la Première Guerre mondiale, des ayants droit, d'anciens combattants. Voilà, les fils ne sont pas rompus, ils sont ténus, mais il faut chercher à les reconstruire. L'exposition que nous allons voir tout à l'heure à la médiathèque municipale d'Amiens constitue justement l'un de ces fils, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans sa phase d'inauguration. Je voudrais conclure ce bref propos introductif en remerciant chacun d'entre vous de votre présence et aussi, la secrétaire d'État l'a dit, de votre engagement. Je sais que ça répond chez chacun d'entre vous, au-delà de l'obligation prévue dans des programmes, à un engagement personnel, qu'il faut parfois surmonter les préjugés. Alors non, tous les enseignants qui s'engagent dans l'enseignement de défense ou dans la mise en œuvre de classes de défense ne sont pas des fanamilies. Ils le font parce que c'est prévu dans les programmes, parce qu'il faut le faire, parce que c'est un enjeu essentiel d'une société, quels que soient nos rapports. Ils peuvent être complexes à l'institution militaire. Je partage avec vous une anecdote. J'étais moi-même réserviste quand j'étais enseignant et en même temps syndicaliste, et la conjonction des deux ne manquait pas de susciter de l'étonnement chez mes camarades syndicalistes quand je leur expliquais que j'allais faire des périodes de réserve, ou chez mes camarades officiers quand je leur disais que j'étais engagé dans un syndicat majoritaire de l'Éducation nationale. Fin de la parenthèse, pardon de faire un peu ancien combattant, mais ça c'est une déformation professionnelle liée à ma fonction de directeur de cabinet. Ce qu'il faut retenir, c'est que le monde est complexe, il faut savoir l'expliquer, et c'est ce que vous faites dans l'enseignement de défense. Je vous remercie d'y participer aussi activement que vous le faites. Monsieur le directeur de cabinet, nous vous remercions. J'invite désormais à nous rejoindre Monsieur Sébastien Jakubowski, président du réseau des INSPE et directeur de l'INSPE de l'Académie de Paris. Bien. Monsieur le préfet, je vais régler le micro. Monsieur le préfet, monsieur le directeur de la DMCA, mesdames et messieurs les inspecteurs généraux, mesdames et messieurs
les officiers généraux, mesdames et messieurs, chers collègues et également chers élèves qui sont présents dans la salle. Alors j'ai été un peu promu, à dire vrai, hein, donc je m'appelle Sébastien Jakubowski, je suis le directeur de l'INSP de l'Académie de Lille, et charge m'a été faite de représenter et de m'exprimer en son nom, donc de représenter M. Alain Frugière, qui est le président du réseau des INSP, également directeur de l'INSP de Paris, et de représenter également et d'excuser d'une part son absence et d'autre part l'absence de Mme Nathalie Catellani, qui est directrice de l'INSP de l'Académie d'Amiens et qui est également vice-présidente du réseau. Tous les deux vous prient de bien vouloir les excuser de leur absence respective, qui sont liées, vous le comprendrez très bien, aux problèmes de transport et au mouvement social. Et s'agissant d'Alain Frugière en particulier, il avait une obligation impérative de présence à Paris en début d'après-midi. Et donc il m'a chargé de bien vouloir le représenter, de m'exprimer au nom du réseau ce matin dans le cadre de ce séminaire. Et je le remercie évidemment de la confiance qu'il m'attribue. Donc je vais m'exprimer d'abord en son nom. Il m'a transmis quelques éléments et puis me permettre également de compléter puisque la parole m'est ainsi donnée. Donc Alain Frugière voulait vous transmettre ses vifs regrets de ne pas pouvoir être parmi nous au cours de ce séminaire national qui est le second séminaire national organisé entre le ministère des Armées et le réseau des INSP, qui était un séminaire qui s'inscrit désormais dans le calendrier de l'année universitaire pour le réseau et qui constitue un événement déjà très important par la nature de ces organisations depuis l'an dernier. Alain voulait également, au nom du réseau, évidemment, remercier l'ensemble des acteurs qui ont permis à cette journée de pouvoir s'organiser de la meilleure des manières et bien évidemment l'ensemble de l'équipe organisatrice de cet événement. Et également remercier la préfecture de la Somme pour la possibilité de nous accueillir aujourd'hui dans ces très beaux locaux que, par la même occasion, je découvre. Je le disais tout à l'heure, et Alain également souhaite le mentionner, cette journée est une pierre supplémentaire à l'édifice de notre collaboration qui finalement s'est engagée il y a maintenant un peu plus d'une année avec le ministère des Armées, l'état-major des Armées, la DMCA et le secrétariat général des Armées, et qui est amenée à se prolonger dans les années à venir. En tout cas, c'est le vœu que, évidemment, nous formulons, monsieur le directeur de cabinet, dans le prolongement de vos propos tout à l'heure, pour engager des liens fertiles et croisés entre éducation nationale, enseignement supérieur et ministère des Armées pour pouvoir ensemble favoriser les conditions de meilleure transmission d'un enseignement de défense mieux approprié par l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élèves ou enseignants. Alors ce second séminaire organisé aujourd'hui, qui a pour titre « Enseigner à la défense, une mission partagée », est pour nous toutes et tous l'occasion de réfléchir ensemble sur ces enjeux, Monsieur le directeur de cabinet a rappelé et que je ne rappellerai pas, ces enjeux liés à l'enseignement de défense et plus largement à la place sociale et politique qu'occupent également les armées au sein de l'espace social. Et c'est un enjeu très fort pour les armées, en tout cas je le pense, mais aussi évidemment pour l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et les INSP, que nous puissions, après le séminaire du 3 juin 2022 à Ballard, nous réunir ailleurs et autrement pour continuer à travailler et à creuser ensemble ce sillon. La situation internationale témoigne évidemment et malheureusement de la préoccupation très actuelle et de la nécessité actuelle d'enseigner la défense aux élèves. Nombre de nos étudiants et de nos fonctionnaires stagiaires en INSP se sont retournés dès le 25 février ou même dès le 24 février 2022 vers leurs enseignants en INSP pour leur faire état des nombreuses questions que leur posaient les élèves et puis parfois aussi de la difficulté qu'ils pouvaient avoir à apporter tous les éléments complets de réponse aux questions qui leur étaient posées. Donc ces enjeux sont forts, ils sont bien sûr liés à la situation internationale, mais pas que, puisque la sécurité et la défense, indépendamment de la situation internationale, demeurent des préoccupations centrales et majeures pour notre pays. Monsieur le directeur de cabinet le rappelait tout à l'heure, le budget des armées constitue le deuxième budget de l'État. Pour nous, réseau des INSP, je m'exprime encore une fois au nom d'Alain, il est impératif que les enseignants continuent d'être formés à ces enjeux. C'est une obligation dans la formation initiale qui se déroule dans les INSP. Mais il est aussi de notre devoir de transmettre à nos étudiants et à nos collègues et à l'ensemble des élèves les valeurs de citoyenneté, de patriotisme et les connaissances nécessaires non seulement pour expliquer, mais peut-être aussi, et là c'est le sociologue que je suis qui s'exprime également, pour mieux comprendre les enjeux de la défense nationale, pour mieux les outiller,
ou les armer, si vous me pardonnez cette légère métaphore, de les armer d'un bagage plus étayé en géopolitique pour leur permettre de mieux saisir les équilibres, de mieux comprendre les enjeux qui travaillent et qui sont à l'œuvre dans les zones de conflit, dans les rapports entre les États et également entre les grandes puissances. Et à ce titre, l'école a une part indispensable à jouer dans ce périmètre d'action. D'une part parce que l'école est un lieu d'accueil de la nation et des citoyens et des élèves, mais c'est aussi un lieu de réflexion, un lieu de construction de la citoyenneté. Et c'est l'un des enjeux, lorsque nous avons construit ce séminaire, que de bien vouloir articuler et de chercher à articuler ce qui relève de l'enseignement de défense et ce qui relève également et évidemment de la grande transmission des valeurs de la République et de la construction de la citoyenneté. L'école de la République, évidemment, y participe au travers d'une pensée qui se veut à la fois objective, rationnelle, mais aussi critique, et qui permet ainsi de faire société tous ensemble par le partage de ces valeurs républicaines et humanistes. Alors, ça a été dit tout à l'heure, l'enseignement de défense est partie intégrante de la scolarité des élèves de façon obligatoire, de l'école primaire jusqu'au lycée. Bien sûr, elle est travaillée de manière différente en fonction des cycles et en fonction des moments de la scolarité. Mais nous devons, en tout cas tous ensemble, réfléchir à la construction de ce continuum, d'une acquisition progressive de ces connaissances et de ces compétences qui sont aussi nécessaires à la réflexion et à l'émancipation de nos élèves. De notre côté, en tant qu'INSPE et pour le réseau des INSPE, évidemment, nous cherchons à faire en sorte que les enseignements dans les formations de Master MEF permettent aux enseignants, futurs enseignants, et aux conseillers principaux d'éducation, qui sont formés au sein de nos instituts, de transmettre aux élèves et aux futurs étudiants les savoirs, les valeurs dont je parlais tout à l'heure, le respect évidemment d'autrui dans le cadre d'une citoyenneté éclairée et qui permettent à chacune et à chacun de comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Donc ce séminaire y participe grandement avec l'efficacité qu'on connaît à l'organisation conjointe et en particulier de la DMCA. Et je ne doute pas que nous saurons explorer ensemble, non peut-être pas l'entièreté des défis, mais en tout cas que nous efforcerons de passer en revue une grande partie de ces défis auxquels nous sommes confrontés et qui nous permettront ainsi de dégager les grandes opportunités pour mieux construire tous ensemble l'enseignement de défense. Alors à titre personnel et pour compléter les propos d'Alain dont je me suis fait l'écho, je voudrais également remercier, Anne-Gaëlle l'a fait tout à l'heure, mais l'ensemble de l'équipe du réseau des INSPE, l'équipe permanente, l'équipe des référents défense-sécurité au sein des INSPE. Je voudrais également remercier Edwin Brion de l'INSPE de l'Académie de Lille qui a bien voulu donner un coup de main alors que ça n'est plus complètement dans ses missions. Remercier également Xavier Boniface qui était membre du comité de pilotage avec lequel nous avons construit ce séminaire qui est référent défense-sécurité pour l'INSP de l'Académie d'Amiens et pour l'UPJV. Aux côtés des équipes de la DMCA, pilotées par Anne-Gaëlle Lemeneur, Arnaud Papillon et Xavier Leray, sous couvert bien évidemment du directeur. Je voudrais dire également, à titre plus personnel, que nous retrouver en ces lieux ne va pas nécessairement de soi. Le travail entrepris à l'échelle nationale a vocation, que nous avons entrepris avec les acteurs que j'ai cités, puis aussi avec Stéphane Collin, a vocation à renforcer, à nourrir et à alimenter toutes les initiatives nombreuses dans ce domaine au sein des 32 INSP de France. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais si cette thématique et ces enjeux sont centraux pour la construction de notre société d'aujourd'hui et de demain, je voudrais aussi dire que les choses ne sont pas nécessairement gagnées d'avance et qu'elles doivent encore être bâties, construites, pour que nous fassions en sorte que, bien sûr, nous comprenions mieux le fait guerrier, la transmission des valeurs de la République à et par l'école, mais qu'il s'agit aussi de savoir trouver le chemin qui nous permette tous ensemble, sans rien imposer, de mieux sensibiliser à ces enjeux. Le programme que nous avons construit participe à cette ambition, en tout cas je le pense personnellement, et je ne doute pas qu'il répondra pleinement à l'ensemble de vos questionnements et de vos centres d'intérêt. Donc au nom du réseau d'Alain Frugère, son président, et en mon nom, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée en ce 9 mars 2023. Merci. Monsieur Jakubowski, nous vous remercions. Ce séminaire, il prend tout son sens au travers des regards et des échanges croisés. Cette première table ronde le démontrera avec une thématique riche de sens dans le contexte actuel. Enseigner la défense, pourquoi faire ? Les enjeux actuels de l'enseignement de défense. Nous invitons à nous rejoindre sur l'estrade Monsieur Tristan Lecoq, inspecteur général de l'éducation, des sports et de la recherche, Monsieur Sébastien Jakubowski, professeur des universités et directeur de l'INSP de Lille,
le colonel Marc Doria, adjoint au chef du bureau organisation de la division organisation et ressources humaines de l'état-major des armées. Et cette table ronde sera animée par le merveilleux monsieur Arnaud Papillon, chef du pôle du rayonnement de la politique mémorielle de la direction de la mémoire, de la culture et des archives. Bien. Ça fonctionne, voilà. Alors je vous remercie à mon tour de votre présence pour ce nouveau séminaire donc, qui porte sur l'enseignement de défense, organisé effectivement, ça a été dit, conjointement par le réseau des INSPE et le ministère des Armées. Je remercie aussi une fois de plus, mais je crois que c'est tout à fait nécessaire et légitime, monsieur le préfet de la Somme et également les services de la préfecture pour la mise à disposition, pour la préparation de cette magnifique salle. Et la thématique retenue, donc sur laquelle je vais revenir maintenant, la thématique que nous allons aborder à travers les deux tables rondes, à travers la visite, à travers la conférence également, qui vont vous être présentées au cours de cette journée, dont je vous rappelle donc le titre, Enseigner la défense, des enjeux et des moyens. Eh bien, cette thématique, elle fait bien sûr écho aux précédents échanges qui avaient eu lieu à Ballard il y a maintenant presque un an, et dont le sujet était enseigner la défense et penser les crises militaires avec les élèves. Certains d'entre vous, d'ailleurs, étaient déjà présents à cette occasion. Donc, nouveau séminaire sur l'enseignement de défense. Alors, nouveau séminaire sur l'enseignement de défense, c'est dire l'importance que le ministère des Armées accorde à ce sujet, le ministère des Armées, mais aussi l'enseignement supérieur, bien sûr, mais aussi l'éducation nationale, bien sûr, avec lesquels le ministère des Armées travaille en relation étroite sur ces sujets, puisque, bien évidemment, il ne s'agit pas pour lui de se substituer à l'un ou à l'autre, mais bien de venir en soutien à la formation initiale des futurs enseignants. Et au ministère des Armées, c'est effectivement un des rôles dévolus à la direction de la mémoire, de la culture et des archives, la DMCA, que d'assurer ce soutien. DMCA qui propose des ressources, DMCA qui subventionne des projets pédagogiques, DMCA qui valorise des travaux en lien avec l'enseignement de défense, et ce, sur un site sur lequel j'aurai l'occasion de revenir ultérieurement, Chemin de mémoire, une revue éponyme également que je vous présenterai peut-être plus tard. Je vais commencer par présenter rapidement nos différents intervenants, que je remercie chaleureusement de leur présence. Je préciserai ensuite l'organisation générale de cette table ronde, et un temps d'échange avec la salle suivra qui vous permettra de poser directement vos questions sur ces enjeux d'enseignement de défense et de dialoguer directement avec nos invités. Donc, je vais commencer par vous, colonel Marc Doria. Vous avez une formation d'officier mécanicien, vous avez fait l'école de guerre, vous avez commandé une base aérienne. Vous êtes aujourd'hui adjoint au chef du bureau organisation de la division organisation et ressources humaines de l'état-major des armées. Un état-major d'ailleurs qui appuie fortement nos sujets, puisque le chef d'état-major des armées lui-même a eu l'occasion l'année dernière de rappeler à Ballard tout l'intérêt qu'il portait à l'enseignement de défense. Tristan Lecoq, vous êtes actuellement inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Vous avez auparavant été, entre autres, conseiller auprès du ministre de la Défense de 1993 à 1995, chargé de mission auprès du secrétariat général de la Défense nationale de 1998 à 2003. Vous connaissez donc très bien les deux institutions qui aujourd'hui œuvrent sur ces questions d'enseignement de défense. Et vous êtes du reste au sein de l'inspection générale, aujourd'hui plus particulièrement chargé des relations avec le ministère des Armées. Enfin, Sébastien Jakubowski, professeur des universités en sociologie à l'université de Lille, bientôt Paris, j'ai cru comprendre que ça allait bientôt arriver. Sociologie à l'université de Lille, vous êtes directeur de l'INSPE de l'Académie de Lille Hauts-de-France, et vos travaux portent depuis plus de 20 ans sur l'institution militaire. Et vous avez été, pour le réseau des INSPE, copilote d'une journée d'études sur l'enseignement de défense, justement, qui s'est tenue à Ballard, déjà début juin 2022. Donc j'en viens à cette rencontre, j'en viens à cette première table ronde. Donc l'intitulé, effectivement, les enjeux actuels de l'enseignement de défense. Alors les enjeux actuels de l'enseignement de défense, finalement, effectivement, enseigner la défense, pourquoi faire, quoi. Pourquoi faire? La question pourrait sembler provocatrice, elle pourrait même d'ailleurs n'être que purement rhétorique, si elle ne renvoyait pas dans les faits à peut-être une certaine méconnaissance de ce qu'est l'enseignement de défense, une certaine hésitation en tout cas vis-à-vis de ce qui est
parfois perçue comme une notion assez floue et par voie de conséquence sans doute insuffisamment prise en compte dans les parcours, dans les pratiques pédagogiques. Alors peut-être est-ce aussi, bien sûr, parce que l'enseignement de défense n'est pas une matière en soi, même si la plupart des enseignants ont vis-à-vis d'elle sans doute le même rapport que M. Jourdain à la prose, hein, c'est-à-dire en faisant sans le savoir. Mais l'objet de cette table ronde, précisément, est de clarifier les choses, de préciser les contours de, finalement, cette non-discipline, hein, et surtout de convaincre tout à chacun de la nécessité de s'en saisir, d'en comprendre les tenants, les aboutissants, bref, les enjeux. Donc je vous propose d'abord de préciser ce qu'on entend par là, de voir ensuite ce que l'expression recouvre avant de nous attarder sur ce qu'on attend concrètement de l'enseignement de défense, sur ce qui peut justifier sa promotion. Donc une définition, une dimension stratégique pour les armées et des objectifs de formation civique qui engagent plus largement la nation. Donc, je vais commencer par vous, monsieur l'inspecteur général, pour savoir de quoi on parle. Et de façon très classique, très académique, il est peut-être nécessaire de définir les termes du sujet, donc de revenir brièvement justement sur ce que l'on entend par enseignement de défense, de faire l'historique peut-être, rapidement, hein, d'une notion qui, encore une fois, sans être une discipline, est aujourd'hui très présente dans les programmes scolaires. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enseignement de défense et à quel niveau l'enseignement de défense apparaît-il dans les programmes scolaires? Merci beaucoup. Bonjour à tous, officiers généraux, directeurs de cabinet, collègues, amis. Merci de m'avoir donné l'occasion de faire un plan, donc en 3 parties. Première partie, que défendre? Deuxième partie, qui défend? Et troisième partie, comment défendre? Puisqu'au fond, c'est la réponse à ces 3 questions qui fondent l'enseignement de la défense et de la sécurité nationale, lequel, très majoritairement, mais pas seulement, est dispensé par 45 000 enseignants d'histoire et de géographie de nos collèges, de nos lycées professionnels, d'enseignement général et technologique, mais qui est un champ, comme l'a dit Sébastien, qui recoupe et qui recouvre en fait, et qui vise, au fond, à recouvrir d'autres champs disciplinaires. Je sais que notre ministère est très attaché, par exemple, à l'histoire des arts, à l'histoire de l'image, cher Laurent, et du cinéma. Je sais qu'elle est attachée à l'histoire du patrimoine, du développement durable, et qu'on voit bien que c'est non pas une discipline, même si le cœur, c'est l'histoire, la géographie et l'éducation civique, mais c'est plutôt un champ disciplinaire. Alors, 3 questions. Premier point, que défendre? C'est la question des valeurs. Et là, à l'école, on y fait une réponse étatique, on y fait une réponse politique et on y fait une réponse historique. C'est 3 sous-parties de la première partie. La réponse étatique, c'est celle qui consiste à décrire l'État et ses fonctions. Et le cœur de l'État, c'est-à-dire la régale. Ultima ratio regum, le dernier argument des rois, ainsi que c'est gravé sur les canons de Louis XIV, dans les Invalides. Dans les Invalides, où se trouve le cœur de l'organisation interministérielle de la Défense, c'est-à-dire le secrétariat général de la Défense et désormais, depuis 2010, et de la Sécurité nationale. Et puis, au fond, pour bien marquer les sujets, on a les canons de Louis XIV, on a la salle où se tient la préparation des conseils de défense et des lois de programmation. Et alors là, on a la citation du général de Gaulle, Bayeux 1952, « La défense est la première raison d'être de l'État. Il n'y saurait manquer sans se renier lui-même. » Donc, c'est un peu lourd, hein, tout ça, c'est un peu solide, c'est un peu sérieux, et c'est d'abord l'État. C'est l'État, mais c'est aussi une population. J'y reviendrai dans ma deuxième partie, quand je parlerai de l'appartenance des Français à la France et de la notion de l'engagement dans les armées. Et puis, il ne faut pas l'oublier, ce sont des frontières. J'ai pu écrire moi-même autrefois, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, que les frontières dans le monde jouaient un rôle moins important, qu'on passait de la défense sans frontières, de la défense aux frontières, pardon, à la défense sans frontières. On s'aperçoit que la frontière revient en force. C'est une réponse politique, c'est le triptyque de Pierre Asner, la démocratie, l'état de droit, la dignité de la personne humaine. Il ne faut jamais l'oublier que ça nous distingue de pas mal d'autres pays dans le monde. Et puis, c'est une réponse historique, parce que la défense est aussi un patrimoine, comme le montre la très belle dernière production de la DMCA sur les arts et la guerre, que la défense est aussi une culture, et pourquoi pas
une langue. Donc on a cet ensemble de choses qui permettent de fusionner en quelque sorte tout ça dans la République. La République est un peu la réunion d'une nationalité et d'une citoyenneté. La nationalité et la citoyenneté qui étant séparables mais non séparées, un peu comme les forces françaises dans l'OTAN jusqu'en 2009. Deuxième question, qui défend? Alors là, c'est une question très importante que l'on pose en classe, y compris de manière critique, Sébastien, avec du recul. C'est la question de l'appartenance des Français à la France, mais c'est surtout la question de la participation des citoyens à la défense. On y fait donc une leçon d'histoire militaire, d'histoire institutionnelle également, sur la place relative des citoyens dans la défense, d'histoire sociale, pour savoir qui sont les militaires et en quoi ils se distinguent de ces citoyens, puisqu'ils sont des citoyens frappés, comme on dirait, dans le droit de la construction d'alignement, mais qui, en même temps, parce qu'ils peuvent donner la mort et la recevoir, sont tout de même des citoyens et des fonctionnaires un peu particuliers. Et ça nous revient aussi de l'expliquer, comme cela. Le directeur du cabinet y a insisté, évidemment, justement. Alors, on a des coups de projecteur sur l'armée et l'école sous la Troisième République, sur les décennies qui ont permis d'aboutir à la loi Berthaud de 1905 sur la conscription. C'est pas Valmy, hein, chacun le sait, ça commence pas à Valmy, mais à partir de 1872, et sous l'influence de la défaite, on s'est interrogé sur le sujet, ça a mis des décennies, pour une somme de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Et puis, c'est aussi la sortie de la guerre froide. Au fond, la sortie de la guerre froide ouvre pour nous 30 ans d'incertitude, après 30 ans de réponse. Alors, c'est quand même pas facile quand la réponse succède à la question, ou surtout quand la question succède à la réponse. Et nous y sommes. Et cette incertitude, elle est vraiment fondatrice pour nous, et elle a conduit, dans une certaine mesure, et j'en viendrai là sur qui défend, à la suspension du service national. C'est une question compliqué, qu'il faut aborder, comme aurait dit Montesquieu, d'une main tremblante. Il y a un constat tout de même qu'on peut poser, c'est que depuis, au fond, la fin des derniers appelés, ça doit être 2000, 2001 ou quelque chose comme ça, mon colonel, depuis la fin des derniers appelés, on hésite sur les formes, sur le contenu et sur l'organisation de l'engagement des jeunes au service de la défense. C'est une hésitation qui peut se comprendre, mais il y a en même temps une épreuve qui vient, qui est la guerre sur notre sol, et qui nous concerne donc directement, avec ce qui monte des profondeurs de la nation, à savoir la protection, y compris du territoire, par les armées. C'est quelque chose qui est devant nous et qui est extrêmement important. Je me rappelle du temps où on disait, en général, l'armée de terre, armée du terrain. Qu'est devenue la protection du territoire national, comment tout cela fonctionne et avec qui. Parce que la suspension de la conscription a porté aussi un coup assez rude à l'organisation de la réserve et de la réserve militaire. Donc tout ça sont des choses qui sont examinées en ce moment. Ce qui fait que les responsables publics aujourd'hui, monsieur le directeur de cabinet, portent une responsabilité singulière dans notre histoire. Et puis c'est cette réalité, qu'en est-il d'une résistance ou d'une résilience possible d'une société française qui, faut-il le rappeler, est tout de même divisée, à la fois géographiquement, socialement, politiquement. Les épreuves que nous vivons en ce moment, je dis les épreuves presque au sens le plus fort du terme, montrent bien que ces choses ne sont pas simples et que, par conséquent, il faut traiter les sujets complexes dans leur complexité. Troisième et dernier élément, pour être synthétique, puisque c'est l'instruction de barre et de route que j'ai reçue, comment défendre? Je crois qu'il faut d'abord lire les textes. Du livre blanc sur la défense nationale de 1972 à la revue nationale stratégique qui gouverne nos réflexions aujourd'hui, en passant par le livre blanc sur la défense de 1994, sur lequel je reviendrai rapidement, et les livres blancs sur la défense et la sécurité nationale, qui sont l'intitulé des livres blancs de 2008 et 2013. Ces titres sont signifiants, et nous devons les expliquer à nos élèves en histoire, en géographie, en instruction civique, mais Sébastien, un peu partout,
aussi, puisqu'elle gouverne l'organisation même, j'y reviendrai, de la défense nationale. Je ne résiste pas à une allusion au livre blanc de 1994, auquel j'ai contribué au cabinet du ministre de la Défense de l'époque. Nous pratiquions à l'époque, ce que fait toujours d'ailleurs l'état-major des armées, la méthode des scénarios. Je rappelle que le scénario 6 de livre blanc de 1994 évoquait la résurgence d'une menace mondiale, militaire, massive, sur le sol européen à 20 ans. Il ne vous aura pas échappé que 1994 plus 20, ça fait 2014. 2014, c'est la Crimée. En d'autres termes, ce livre blanc marquait, c'était la volonté de l'amiral Langsal, chef d'état-major des armées de l'époque, la possibilité d'une reconstitution de force et de changement de format de nos armées. Nous y sommes, mon colonel, et ce sont les travaux d'aujourd'hui. Dernier élément, comment défendre la lecture du contexte militaire. Je crois que c'est extrêmement important de comprendre comment fonctionnent les armées. Ce n'est pas quelque chose qui est évident pour nos enseignants. Je rappelle que démographiquement, de plus en plus d'enseignants n'auront eu aucun contact avec la réalité militaire. C'est dire à quel point le travail de la DMCA, le travail du ministère des Armées, mais aussi le travail des trinômes académiques et le travail à partir de maintenant des INSPE est absolument capital. Comprendre que la défense, c'est une lecture du contexte militaire, que ce contexte n'est pas le contexte national, mais qu'il est aussi européen et international, que les logiques militaires qui sont à l'œuvre ne sont plus seulement des logiques terrestres, aériennes ou maritimes, mais qu'elles sont de plus en plus interarmes, interarmées et internationales. Comprendre aussi que l'organisation de la défense, c'est-à-dire l'organisation du pouvoir, est de plus en plus resserrée. C'est quelque chose qui est certes dans la logique de la Ve République. Je rappelle que lorsque Michel Debré a constitué son gouvernement, le premier gouvernement du général de Gaulle en 1959, le général de Gaulle a nommé le premier ministre qui serait chargé des questions de défense, Pierre Guillaumat, qui était très haut fonctionnaire, résistant, commissaire à l'énergie atomique que nous connaissons, par ailleurs, fils du général Guillaumat. Et Michel Debré demande au général de Gaulle, mais pourquoi nommez-vous Guillaumat ministre des Armées et pas ministre de la Défense? Le général de Gaulle a cette réponse qui résume tout, j'allais dire du général au président de la République actuelle, parce que la défense, c'est moi. Et on voit bien, là, le resserrement très fort au plan politique qui aboutit à faire du chef de l'État naturellement le chef des armées, mais de fait l'autorité opérationnelle du chef d'état-major des armées et de fait aujourd'hui l'autorité opérationnelle également des services de renseignement. On a là quelque chose de très fort qui, à mon avis, n'est pas là de s'arrêter. Ce qui correspond aussi, et c'est intéressant, au renforcement des pouvoirs du chef d'état-major des armées. Et puisque hommage a été rendu au chef d'état-major des armées actuel, je m'associerai à cet hommage, l'impulsion qu'il a donnée aux deux travaux qui sont en cours, c'est-à-dire le travail de rénovation du site d'éducation à la défense et le travail avec les INSPE, s'inscrit véritablement dans cette affaire. Et puis, à la croisée des chemins, j'en termine là-dessus, il y a la dissuasion. Il y a un élément qu'il faut expliquer parce que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'histoire de ces affaires. Sous la 4e République, l'arme nucléaire, dont d'ailleurs la création de l'outil précédait la doctrine, ce qui est aussi très intéressant intellectuellement et historiquement, était une affaire secrète, cachée. Sous la Ve République, le général de Gaulle en a fait une affaire publique et politique. Ce n'est pas un outil militaire. C'est la dernière des armes aux mains du premier des Français. C'est donc une explication politique qui fait de la France, en Europe aujourd'hui, je parle de l'Union européenne, je parle de l'Europe organisée, laissant l'autre grande puissance nucléaire de l'autre côté de la Manche, la France est le seul pays de l'Union européenne à posséder l'arme nucléaire. Et en crise, on voit bien à quel point c'est quelque chose d'important, c'est la distinction entre les intérêts vitaux, les intérêts stratégiques et les intérêts de puissance. Eh bien, c'est tout ça qu'on essaye d'enseigner dans les collèges et dans les lycées. Très bien, je vous remercie.
Je vais revenir un petit peu sur certains éléments que vous avez abordés. D'abord, le champ disciplinaire, effectivement, que représente l'enseignement de défense, et puis l'impulsion qui a été donnée récemment, effectivement, par les armées au développement de ce champ. Sébastien Jakubowski, à la différence, effectivement, on l'a évoqué, à la différence de l'histoire-géographie, du français, des mathématiques, l'enseignement de défense, effectivement, n'est pas une matière en soi. Elle n'est pas définie par un programme académique, elle n'est pas enseignée par des spécialistes. Alors, cette dimension, justement, transverse, est-ce que c'est plutôt une force, une faiblesse pour vous? Et surtout, depuis quand, dans quelle mesure, justement, ce champ disciplinaire est-il porté, inclus, pris en compte dans la formation dispensée par les INSPE? Rebonjour. Il était verrouillé. Bien, rebonjour à toutes et tous. Merci. Merci Arnaud pour ces éléments. Alors, je n'ai pas nécessairement prévu de retracer une histoire de ce champ disciplinaire au sein des IUFM, École normale, UFM, SP et INSP. Mais néanmoins, d'abord, ce qu'on peut dire et constater, c'est que cette formation sur ce champ disciplinaire qu'est l'enseignement de défense, elle est très clairement déjà dispensée de façon très variable d'un INSP à l'autre, et il faut bien le dire aussi, au sein même d'un même INSP, puisque l'organisation de la formation des enseignants et des futurs enseignants, l'ensemble des INSP, cela représente aux environs de 65 000 étudiants en France, dans le cadre de la mise en œuvre d'une formation des enseignants qui relève d'une complexité extrêmement forte et d'un cadrage et d'une organisation qui en réalité laisse finalement peu de place à l'éclosion de champs disciplinaires nouveaux tels que peut l'être le domaine de l'enseignement de défense. Et puis par ailleurs, au sein de la formation des enseignants, il convient aussi de dissocier ou de distinguer plus exactement dans cette formation ce qui relève de la formation des enseignants du premier degré, les professeurs des écoles, des enseignants de collège et de lycée et lycées professionnels, et également de la formation des futurs conseillers principaux d'éducation. Puisque finalement là, on fait appel à différents types, non pas vraiment de métiers, mais ces collègues sont en prise avec différents types d'élèves, et les besoins, les connaissances et les compétences à transmettre et à acquérir, pour eux comme pour leurs élèves, sont là aussi de nature différente. Et donc si je fais ce constat, c'est aussi pour dire que finalement ça ne nous simplifie pas les choses sur le plan de l'appréhension, de la mise en œuvre et de la transmission de cet enseignement de défense qui, par ailleurs, n'est pas une priorité centrale à l'heure actuelle. Et je ne veux pas présager de ce que ce sera demain, mais l'enjeu qui est le nôtre, je pense, dans le travail que nous avons entrepris, c'est justement de parvenir à envisager les modalités pour parvenir à mieux ancrer dans la formation ce champ disciplinaire, à l'instar d'autres priorités, et je ne les hiérarchise pas, que peuvent être l'école inclusive, l'éducation à la laïcité, la transmission des valeurs de la République, l'éducation au développement durable, etc., etc. Je pourrais citer d'autres exemples. Et donc, à ce titre, le fait qu'il ne s'agisse pas d'une discipline constituée, mais bien d'un enseignement transversal, pour répondre bien sûr à votre question, Arnaud, est plutôt à voir, à mon sens, comme une force plutôt que comme une faiblesse. Bon, en même temps, je me mettrais moi-même en difficulté si je vous disais l'inverse, évidemment. Mais néanmoins, je pense que c'est davantage une force parce que ça permet de mobiliser des collègues intéressés par ces questions, quelle que soit leur discipline, et puis de parvenir avec un effet levier de peut-être sensibiliser d'autres collègues à rejoindre d'une manière ou d'une autre ce champ disciplinaire, même si, et monsieur l'inspecteur général l'a bien évidemment rappelé, il s'agit le plus souvent d'historiens et de géographes qui par leur formation et par leur ancrage disciplinaire, sont les premiers à s'emparer de ce champ disciplinaire en acte. Et puis aussi, pour rebondir sur les propos de l'inspecteur général tout à l'heure, aussi parce que les historiens et les géographes sont plus facilement, par les outils disciplinaires et méthodologiques qui sont les leurs, en capacité de pouvoir rendre compte de ce qu'est d'un point de vue synchronique et diachronique de ce qu'on appelle la société militaire, qui n'est pas une société qui, d'un point de vue social, s'appréhende aujourd'hui de manière facile. Donc je pense que l'enjeu que nous devons ensemble essayer de positionner, en tout cas de travailler ensemble, c'est déterminer un cadre commun qui nous permette progressivement, et en particulier au sein des INSPE, de monter en puissance dans la
formation des futurs enseignants sur cette thématique, ce qui implique, et c'est l'enjeu des objectifs que nous donnons depuis maintenant 1 an et demi et pour demain, une montée en puissance collective des collègues sur ces questions et faire en sorte qu'on parvienne à faire en sorte que de plus en plus de collègues formateurs d'INSPE soient mieux formés sur ce champ disciplinaire et que, quelle que soit la discipline dans laquelle finalement ils se trouvent, eux-mêmes se sentent davantage sensibilisés et en situation de former leurs enseignants qui, eux, formeront les élèves. Mais il faut bien comprendre que du coup, c'est un travail que nous nous donnons, mais qui est un travail de longue haleine et dans une perspective qui est celle de 10 à 15 ans. Bien. Je vous remercie. Colonel, les armées portent aujourd'hui une attention particulière, elles, effectivement, au développement de l'enseignement de défense. Votre présence le prouve, bien sûr, et puis l'organisation même de ce séminaire par la DMCA, par le ministère des Armées, conjointement au réseau des INSPE, mais le prouve également. Donc les armées ne le prennent évidemment pas en charge, hein, c'est très clair, chacun son rôle, bien sûr, mais elles considèrent que les enseignants ont avec lui, avec le développement de ce champ disciplinaire, avec le développement de cette thématique, un rôle majeur à jouer. Alors, quel rôle et puis pourquoi plus particulièrement maintenant? Parce que finalement, l'enseignement de défense, ce n'est pas une nouveauté. L'inspecteur général, effectivement, l'a rappelé. C'est une obligation de l'éducation nationale, au moins depuis 1997, depuis la suspension, effectivement, du service national. Pourtant, on a l'impression quand même d'une certaine accélération des choses, en tout cas d'un intérêt beaucoup plus marqué ces derniers temps, ces dernières années, sur ce sujet par les armées. Donc, pouvez-vous nous expliquer justement pourquoi c'est une préoccupation peut-être nouvelle de ce point de vue-là? Merci de la question. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vais reprendre très brièvement ce qui a été un peu dit, parce que la réponse a déjà été donnée finalement, donc je vais me permettre de la synthétiser. Est-ce que c'est nouveau? Non, ce n'est pas nouveau. On va dire l'ouverture à l'esprit de défense a toujours perlé sur l'histoire de la nation. Je ne vais pas vous faire non plus un cours d'histoire, je ne me permettrai pas l'offense, monsieur l'inspecteur général. Mais vous savez bien tout ça. Ce qui a effectivement un peu changé dans l'aspect de transmettre ces valeurs-là ou cet esprit de défense, c'est effectivement la fin de la mise en veille du service national, qui touchait, je le rappelle, qu'une partie de la population. Hein, c'était essentiellement les jeunes garçons ou les jeunes hommes. Et on est passé sur quelque chose avec un lien armée-nation qui était un peu moins ténu, un peu moins d'empreinte. Mais il a aussi une grosse vertu, c'est qu'il devient universel avec l'enseignement de défense. Ce ne sont plus que les jeunes hommes, c'est tous les citoyens. Et ça, c'est une vraie force. Voilà. Donc, on a bien une bascule d'effort avec peut-être un peu de perte d'un côté, mais un grand gain aussi de l'autre côté. Est-ce que l'enjeu et l'importance de l'enseignement de défense est primordial aujourd'hui? Forcément, oui, ça l'a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, pour des raisons qui ont déjà été évoquées quasiment par tous, monsieur le directeur de cabinet, monsieur l'inspecteur général, vous-même, monsieur le directeur. On vit une époque un petit peu particulière depuis quelques années. On sort d'une génération un peu plus la nôtre, alors je ne m'adresse pas aux plus jeunes dans la salle, mais qui ont connu effectivement des conflits qui étaient assez loin de nos frontières, avec des problématiques sécuritaires qui étaient plutôt indirectes pour la France. Aujourd'hui, depuis quelques années, forcément, ça nous touche largement plus dans le cœur de la France et du territoire, que ce soit les attentats de 2015, que ce soit la crise Covid aussi, hein, crise sécuritaire qui se rajoute là-dessus, et puis depuis peu, finalement, un conflit majeur dur, très dur, aux portes de l'Europe, comme ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Tout ça, ça a déjà été dit. Donc du coup, ça résonne, cet enseignement de défense résonne de manière vraiment un peu différente aujourd'hui, toujours aussi important, mais encore une fois, beaucoup plus d'emphase. Il s'inscrit dans un parcours de citoyenneté, et en quoi l'enseignant aujourd'hui a un rôle primordial dans cet enseignement de défense. Moi, j'y vois une réponse à 3 besoins essentiels. Le premier, l'enseignement de défense, c'est un besoin de la nation qui vise à renforcer les forces morales, comme ça a été dit aussi par monsieur le directeur de cabinet, la résilience de la nation dans une société aujourd'hui et une conjoncture qui est de plus en plus incertaine, avec un peu plus d'insécurité. Donc ça, c'est pour répondre à un besoin de la nation. La deuxième, c'est de répondre à un besoin des armées qui, effectivement, avaient un peu perdu ce lien beaucoup plus ténu avec le service national. Et donc les armées s'engagent, et le ministère des Armées, très régulièrement dans un certain nombre d'actions pour continuer à maintenir et à consolider ce lien armée-nation, et tout particulièrement le lien armé avec la jeunesse. Et la troisième, c'est pour nos jeunes, tout simplement. Donc vous, peut-être les plus jeunes dans la salle, mais aussi nos élèves, parce que comme cela a déjà été dit, en fait, les jeunes se posent énormément de questions quant à la sécurité générale
du pays, de la population, de nos intérêts vitaux, parce qu'ils sont baignés d'informations aujourd'hui, comme nous, à notre génération, on ne l'a pas été à cette époque-là. Il fallait acheter une feuille de chou ou regarder le journal de 20 heures sur une des 3 chaînes pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, l'ensemble de la connaissance universelle est à la portée de toutes les mains. Et donc, forcément, les enfants plus ou moins jeunes se posent énormément de questions. C'est très bien, ça développe leur esprit critique, mais il faut aussi être capable de leur renseigner et de faire la part des choses, et cet enseignement de défense y contribue. Donc ça répond bien à trois besoins, celui de la nation, celui des armées bien entendu, mais ce n'est qu'un corollaire, et celui de la jeunesse. Pourquoi l'enseignant a un rôle majeur? L'enseignement de défense, c'est surtout un enseignement, et déjà un enseignement. Et l'enseignement, c'est l'enseignant. C'est une expertise, c'est une compétence particulière. Il faut avoir des compétences pédagogiques. Les enseignants sont formés, et vous êtes formés pour ça. Donc il me paraît logique, et il paraît logique aux armées et au ministère des Armées, que l'enseignement de défense soit l'apanage de l'éducation nationale, qui a pour mission principale de faire de l'enseignement au profit des enfants. Ça, c'est la première chose. Et je reviendrai peut-être sur le concours après des armées, puisqu'on est bien entendu complètement concurrent dans cette affaire-là, et on essaie de vous aider du mieux qu'on peut. La deuxième, c'est qu'il y a une continuité dans cet enseignement de défense. Du plus jeune âge jusqu'au fin de secondaire, les enfants sont entre vos mains, sont entre les mains des enseignants, et ça permet, comme l'a répété aussi monsieur le directeur, d'avoir une continuité. Il y a certainement effectivement un travail qui est en cours à faire pour assurer une cohérence entre commencer pour les petits bouts de chou à aller les sortir un peu de l'école et d'aller les emmener sur des cérémonies patriotiques et de leur expliquer pourquoi, qu'est-ce que c'est que le drapeau, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées par le drapeau de la République, et puis petit à petit de monter en gamme, et on est là aussi, nous les armées, pour vous aider à donner de la connaissance là-dessus, petit à petit pour comprendre la complexité des enjeux de défense, et à la fois dans un but mémoriel, mais aussi de raccrocher ça à l'actualité. L'actualité est suffisamment fournie, et ça parle aux jeunes, pour pouvoir vraiment l'illustrer et donner tout son sens à cet enseignement de défense. Et la troisième, forcément l'enseignant a une approche très objective de cette affaire-là, multidisciplinaire, et je pense que ça en fait aussi un dernier atout pour faire en sorte, pour dire que l'enseignant a vraiment une place primordiale dans la transmission du savoir et des valeurs qu'il faut porter dans le cadre de l'ouverture à l'esprit de défense. Voilà. Je vous remercie. Cela étant, cet enseignement de défense, aussi inscrit dans l'actualité soit-il, aussi pertinent effectivement soit-il, on voit bien que à travers certaines remarques, certaines interventions, certaines réactions, il est parfois aussi mal perçu, il est parfois aussi mal compris. Et je vais m'adresser donc à vous, Sébastien Jakubowski, justement par rapport à ça. Que répondre finalement à ceux qui seraient tentés de voir dans l'enseignement de défense finalement une sorte d'avatar militariste, l'avant-garde finalement d'une mise au pas d'éducation nationale, d'un entrisme finalement, Terre de France ou Bleu Marine dans les classes. Est-ce que c'est ça l'enseignement de défense? C'est l'armée à l'école? Alors, je comprends d'autant plus cette critique, elle m'est souvent faite à titre personnel, hein, évidemment. Enfin, la critique dont vous faites l'écho, Arnaud, bien sûr, je sais que vous ne la partagez pas. C'est l'armée à l'école, mais aussi, évidemment, c'est permettre de faire mieux interagir, école et armée, armée et école. Bon, c'est une des critiques principales qui est apportée à cet enseignement de défense, à ce champ disciplinaire, que ce soit dans la formation des enseignants ou même dans les établissements scolaires. J'imagine que les enseignants qui parfois sont très investis, les classes de défense ont été citées tout à l'heure, qui sont très investis dans ce type de dispositif en lien avec le ministère des Armées, n'ont pas nécessairement toujours un accueil toujours très favorable de la part de la communauté, mais il en est de même sur d'autres champs disciplinaires par ailleurs. Je pense qu'on peut opposer ou apposer plusieurs arguments à cette critique dont vous faisiez l'écho, Arnaud. Premier point, il faut dire que l'image que les Français portent sur l'institution militaire, elle est très positive. Vous regardez les études que réalise chaque année, d'ailleurs souvent même en plusieurs campagnes, le CEVIPOF, qui est le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po Paris. Il y a plusieurs questions qui portent d'une part sur la confiance que les Français portent aux institutions, et vous verrez que l'institution militaire est très hautement placée dans le niveau de confiance que les Français accordent aux institutions, et puis d'autre part sur le niveau de connaissance de l'institution militaire. D'une certaine manière, l'institution n'est pas militaire, n'est pas la moins méconnue de toutes les institutions publiques, ce qui ne signifie pas qu'elle est parfaitement connue, mais c'est la moins méconnue. Donc ils la connaissent
pas nécessairement toujours très bien, mais ils la connaissent, et surtout, ils y portent une image très positive. Je pense que c'est l'un des... On voit souvent, hein, ça a été évoqué depuis ce matin, la suspension de la conscription comme étant une forme de mise en tension et de détente du lien entre l'armée et la nation. On peut aussi un peu renverser la logique du raisonnement et voir qu'avec la logique de professionnalisation des armées, les Français, finalement, par ce niveau de confiance important, accordent, je dirais, une vision positive des armées et une capacité à pouvoir faire confiance à l'institution militaire. Et donc, la détente de ce lien entre l'armée et la nation, qui peut se traduire par une forme de lien d'indifférence, est aussi un lien d'indifférence positive, puisque c'est la marque ou le marqueur que si les Français peuvent être amenés à se détacher de l'institution militaire, d'une certaine façon, c'est aussi parce qu'ils ont grande confiance envers cette institution et qu'ils ont moins besoin de s'en préoccuper au quotidien ou de façon régulière, parce que les armées remplissent pleinement le rôle et le métier qu'ils sont en charge d'exercer et de réaliser. Il n'en demeure pas moins que pour comprendre le fonctionnement de notre pays aujourd'hui, ça a été rappelé par l'inspecteur général et par le colonel, c'est aussi mieux comprendre le fonctionnement de cette institution au cœur de la République, mais aussi mieux comprendre le fonctionnement des forces. Donc le premier levier de critique, c'est bien sûr confiance très forte, image très forte, mais nécessité de mieux comprendre malgré tout. D'autre part, je pense qu'il y a souvent une confusion entre les armées et l'institution militaire, si vous me pardonnez ce rapprochement, et le fait militaire ou le fait guerrier. Et souvent, on mêle un peu les deux, où il y a une forme d'amalgame entre les deux. Il peut y avoir du fait guerrier sans que l'institution militaire, au moins au début d'un conflit, ne soit nécessairement partie prenante. Et puis, il peut y avoir l'institution militaire sans fait guerrier. L'inspecteur général l'a rappelé, les 30 ans avant... Enfin, les 30 ans de guerre froide sont une forme finalement d'exercice d'une non-guerre, mais l'institution, évidemment, existait à part entière en la matière, même si, par ailleurs, il y avait quelques opérations, évidemment. Et donc, les conflits armés donnent ainsi l'occasion et dans de nombreuses zones du monde, il y a un certain nombre de conflits, de finalement réintroduire cette distinction entre faits guerriers, conflit militaire et institution militaire. Alors bien évidemment, l'Ukraine et la Russie, la guerre entre l'Ukraine et la Russie nous donne de façon très contemporaine cette occasion. Mais au-delà de ce conflit très, très contemporain, ça nécessite peut-être aussi qu'on puisse mieux former nos enseignants à mieux comprendre les conflits, pour mieux comprendre ensuite l'institution, ou mieux comprendre l'institution pour ensuite mieux comprendre les conflits. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas centré sur l'institution en elle-même, qui parfois, parce qu'il y a des drapeaux, parce qu'il y a des grades, peut réactiver certaines choses dans notre pays. Et puis enfin, c'est un peu peut-être une anecdote, mais cocasse et importante, puisqu'elle n'est pas que cocasse. Je voudrais dire aussi que, et pour moi c'était quelque chose d'important vu depuis ma position actuelle, je dirais qu'aujourd'hui même les organisations syndicales de l'éducation nationale, en tout cas à Lille, elles l'ont demandé en conseil d'institut, nous demandent aujourd'hui l'introduction d'éléments de formation sur la responsabilité des enseignants. Alors ce n'est pas directement sur l'enseignement de défense en tant que tel, mais sur la réponse que peuvent apporter des enseignants en cas d'attaque, prise ce terme au sens très large du terme, d'attaque, bien sûr, ça fait référence au conflit, mais aussi à la capacité des enseignants à pouvoir, dans leur classe et avec leur classe, prendre en compte les potentiels dangers qui peuvent advenir dans le cadre de l'action professionnelle scolaire, prise au sens plein du terme. Et donc, pour pouvoir accompagner les élèves et leurs élèves dans cette situation. Et donc, ce que cette demande, cette interpellation va aussi rappeler, et je pense... En tout cas, je la partage avec vous, qu'on peut un peu la monter en généralité, que autour de cela, il est nécessaire de bien comprendre les ressorts, en fait, de tout ce que recouvre l'enseignement de défense, qui n'est pas que l'histoire ou la connaissance de la défense de l'institution du fait guerrier, mais qui traduit finalement un ensemble plus large d'outillage des étudiants à une prise en compte plus large, compréhension des formes, y compris en interne à notre pays, des difficultés de sécurité et de défense qui peuvent être amenés à se poser. Et donc, pour cela, il y a la nécessité pour les enseignants de bien comprendre l'articulation entre toutes les forces de sécurité, et pas seulement les forces militaires, dans le cadre, le terme peut faire débat, mais du fameux continuum de sécurité-défense ou de défense et de sécurité. Et donc, je pense que là, on est bien aussi au cœur des enjeux
Et malheureusement, l'actualité très récente nous l'a encore rappelé. Alors bien sûr, pour faire écho aux critiques, et j'en terminerai là, Arnaud, je vous rassure, on peut ne pas vouloir voir que le monde a changé, tout ce qui a été dit et que je n'ai pas besoin de rappeler. Mais malheureusement, ces enjeux sont bien là. Et il nous faut, dans notre responsabilité, chacune et chacun dans nos positions respectives, nous efforcer de les prendre en compte et surtout de répondre à l'attente et à la demande, pas seulement des organisations syndicales, évidemment, mais de l'ensemble des futurs enseignants. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur général, effectivement, bon, je l'évoquais sous forme de boutade, mais l'enseignement de défense et même parfois les formes prises par l'enseignement du fait militaire, effectivement, ne se heurtent-ils pas encore à une certaine forme d'incompréhension quand même dans les lycées, dans les collèges? Oui, enfin non. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Sébastien à l'instant, qui me semble extrêmement important. Je crois qu'on peut distinguer les programmes d'enseignement, le continuum des apprentissages, avec la didactique qui va bien, et ça c'est plutôt le travail des INSPE. Il y a dans notre enseignement aujourd'hui, dont je rappelle qu'il est publié au bulletin officiel, signé par le directeur général de l'enseignement scolaire, au nom du ministre, et qui s'appuie sur le Code de l'éducation. Donc ce n'est pas notre constitution à nous, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a donc des programmes qui permettent d'enseigner dans nos lycées professionnels, dans le lycée d'enseignement technologique, dans nos lycées généraux et dans les collèges, et même un peu en CM1, CM2, d'enseigner les questions de défense et de sécurité nationale, c'est-à-dire de les enseigner d'une manière relativement large, naturellement en mettant l'accent sur le fait militaire, qui n'est pas nécessairement, c'est bien de l'avoir appelé, le fait guerrier. Bon. Mais il y a aussi ce qu'on a appelé au ministère des Armées, avec la DMCA, les secrétariats d'État, les entrées défense. Ça veut dire que dans un programme qui n'est pas nécessairement un programme centré sur la défense, on peut choisir de traiter une étude de cas, comme on le fait en géographie, ou bien tel ou tel sujet, à partir du fait militaire, à partir de l'histoire. Je prends un seul exemple, mais qui est complètement capital. On étudie, et longuement, les institutions de la Ve République. On étudie, et longuement, les pouvoirs du président de la République. Là, l'accent mis sur la défense, même si ce n'est pas ce qui est le plus ressorti, par exemple, des dernières consultations présidentielles, mais c'est la vie et c'est comme ça. Quand on étudie les pouvoirs relatifs du président de la République française, avec le chancelier allemand, avec le président du Conseil italien, avec le président des États-Unis, on s'aperçoit qu'il y a là des spécificités importantes et que le fait militaire et que le fait de la défense et de la sécurité nationale est traité au plus haut niveau de l'État. Il faut se demander pourquoi, historiquement, sociologiquement, etc. Bon, ça, c'est un point que je souhaitais souligner. Ensuite, il y a aussi une expression dont je vois avec un relatif bonheur qu'elle disparaît, qui est l'expression de société civile. Ce qui supposait qu'il y avait une société qui fût incivile et que les militaires étaient donc incivils, en un seul mot, au profit d'une seule et même communauté nationale. Je crois que c'est aussi quelque chose qui joue dans ce que vous avez dit, à savoir que les militaires ne sont pas des civils en uniforme, ce sont des civils un peu particuliers, je crois l'avoir rappelé, et le sociologue le sait encore mieux que moi, mais ça, c'est quelque chose qui maintenant est bien perçu dans les établissements. Je crois qu'il faut avoir une vision un peu longue de ces sujets, des relations, de ce qu'on appelait le lien armée-nation, dont la première mention date de 1959 dans le décret d'attribution du ministre des Armées. Donc c'est pas voilà. Plutôt à parler aujourd'hui des relations entre la défense et la société. Je crois qu'on aurait plus intérêt à faire ça comme ça et expliquer qu'il y a la défense militaire et la défense non militaire. Je vais me permettre une anecdote personnelle. En février 2018, avec le concours des tridômes académiques et de ce qui s'appelait à l'époque la DPMA, si je me souviens bien, on avait organisé à Toulon une journée qui s'appelait « Tous acteurs de la défense ». Le terme est extrêmement intéressant et je trouve assez bien choisi. Tous acteurs de la défense, pas l'un plutôt que l'autre et plus que l'autre dans les classes. À cette occasion, d'ailleurs, un site... un réseau social m'avait épinglé parce qu'il y avait autour de moi... beaucoup et quasiment que des militaires, et m'avait traité de presque civil, parce que je suis officier de réserve. Presque civil, presque militaire, c'est assez intéressant comme façon de voir les choses. Je crois surtout que, et Sébastien vous l'avez rappelé avec beaucoup de force, je crois surtout qu'enseigner
la défense et la sécurité nationale, ça s'apprend. Et rien n'est pire dans notre enseignement que l'ignorance. Rien n'est pire que l'absence de réponse. Les élèves, et ça les intéresse, ce qui se passe fortement, nos enseignants aussi, mais les élèves et leurs parents attendent que l'institution, c'est-à-dire nous, l'éducation nationale et les armées, apportent une réponse. Et il y a un élément supplémentaire à ça, parce que vous les avez cités tous les deux, vous l'avez dit tous les deux, les élèves sont en fait passionnés par ces questions. De toute façon, c'est un sujet qui, si on ne le saisit pas, c'est lui qui nous saisit. Mieux vaut donc s'en saisir. Et je pense qu'il vaut mieux que ce soit nos enseignants, devant les classes, qui évoquent ces questions de défense et de sécurité nationale, plutôt qu'ils ne parcourent les réseaux sociaux sur ce sujet, ce qui nous renvoie aussi à un enseignement qui est parallèle, ou plutôt latéral, par rapport à l'enseignement de la défense et de la sécurité nationale, sur lequel nous insistons énormément dans les enseignements de spécialité et dans le travail qu'on fait avec la DMCA sur le renouveau d'Educadef, qui est la guerre de l'information. Qui est, et ça correspond tout à fait à ce que vous disiez, la défense, c'est plus que la défense. La façon dont les fausses nouvelles se multiplient, etc., etc. Nous avons la faiblesse de penser à l'inspection générale et au ministère de l'Éducation nationale qu'il vaut mieux que ce soit nous qui enseignons ces sujets que d'autres. Merci. Cela dit, bon, à travers vos propos, on voit bien qu'il y a une grande dimension, une charge civique finalement très, très forte dans cet enseignement de défense. Mais justement, est-ce que les enseignants ne pourraient pas être tentés, compte tenu de cette dimension, encore une fois, civique, finalement, de réduire l'enseignement de défense ou de ne voir cet enseignement de défense que dans le cadre, finalement, de l'horaire de MC, de l'éducation morale et civique? Or, l'objectif est autre, si je comprends bien. Il y a de ça quelques mois, le ministère de l'Éducation nationale, ma maison, a publié un ouvrage qu'avec un collègue de l'inspecteur général, nous avions coordonné, qui s'appelait « La République à l'école ». Et l'idée était de montrer comment la citoyenneté, le civisme, la civilité, parce que la politesse flatte les vices des autres, mais c'est la civilité qui nous empêche de mettre les nôtres à jour, comme disait Montesquieu. Tout cela a été enseigné non pas dans une discipline. Si je puis dire, les historiens et les géographes sont des dépositaires usufruitiers du civisme et de la citoyenneté. Mais on peut enseigner les mathématiques, les lettres, la philosophie, l'éducation physique et sportive, l'économie, la gestion, que sais-je, en républicain. C'est aussi ça que l'on apprend dans les INSPE. Et quand on enseigne tout cela de manière républicaine, laïque, citoyenne, française, les questions de défense et de sécurité nationale, en quelque sorte, arrivent, non pas naturellement, parce qu'il n'y a rien de naturel dans ce qu'on fait, mais peuvent arriver plus facilement peut-être que si on les prend de manière plus frontale et plus directe. Très bien, je vous remercie. Donc, colonel, effectivement, un intérêt assumé pour ces questions de défense, des enjeux partagés avec ceux de l'éducation nationale, parce qu'effectivement, nous sommes sur des enjeux qui sont civiques au sens large, mais pas de volonté de recrutement ou pas d'envoi de recruteurs dans les classes. Donc. Non, je vous rassure, effectivement, l'objectif n'est pas de recruter, même si s'il y a quand même quelques vocations, on se fera un plaisir de les accueillir au sein du ministère des Armées, qui, alors juste je le rappelle, recrute plus de 20 000 personnes par an, militaires comme civils, puisqu'on a quand même énormément aussi de personnel civil. Alors je me permets d'utiliser ce barbarisme, mais du moins des personnes qui œuvrent au ministère des Armées et non plus de la Défense, mais qui ne sont pas tous les jours en uniforme. Voilà. Donc non, la vocation d'enseignement de défense, c'est bien entendu pas de recruter, mais bien d'ouvrir à l'esprit de défense. Et je pense que, pour revenir et encore une fois faire un petit résumé extrêmement simple sur ce qui a été dit, je pense que notre jeunesse aujourd'hui est convaincue d'une nécessité de défense, parce qu'elle est baignée dans tout un tas d'événements qui montrent que nous ne sommes pas dans une société sûre en permanence et que la liberté a un prix. Donc ça, c'est plutôt le retour d'expérience du passé. Mais malheureusement, aujourd'hui, on le voit bien, et les jeunes le voient tous les jours, encore une fois, sur l'information et le champ informationnel, que nous sommes finalement menacés dans tous les champs. Voilà. Et ça ne concerne pas que le fait guerrier et la partie militaire. Donc oui et non, forcément pas de recrutement, mais par contre les armées sont vraiment, et le ministère des Armées, aux côtés des enseignants pour renforcer cet enseignement de défense et vous donner ou vous procurer tous les outils nécessaires pour faire en sorte que cet enseignement de défense progresse
et on puisse mieux faire comprendre les enjeux de défense et effectivement les politiques associées à nos élèves et bien entendu à vous, enseignants, au départ. Et pour ça, en fait, les armées et le ministère des Armées développent une politique très générale sur l'accompagnement de cet enseignement de défense et de lien avec la jeunesse. Alors ça commence effectivement par la mise à jour d'outils pédagogiques sur des thématiques défense qui ne sont pas des thématiques plutôt anciennes, mais plutôt des thématiques très actuelles, parce que je pense que les élèves et vous, enseignants, on se pose plutôt des questions sur quelle est la problématique aujourd'hui, comment se prémunir de ça demain, en plus de l'aspect mémoriel. Et donc, on met à jour des contenus qui vous permettent sur des choses extrêmement concrètes, comme les enjeux liés à l'espace, liés à la sécurité en mer, liés au cyber. J'y reviendrai un tout petit peu, parce que je pense que ça, pour le coup, tout le monde y est. Et le champ informationnel avec la désinformation. Voilà, mettre à jour ces outils pédagogiques qui vous permettent, vous, enseignants ou aux enseignants, de pouvoir s'approprier des choses simples, prêtes à l'emploi, très pratiques, et de construire un enseignement de défense qui peut être soit l'apanage des enseignants d'histoire géo, mais aussi qui peut être très pluridisciplinaire, je pense. Et puis derrière, il ne faut pas oublier que le ministère des Armées est présent partout sur le territoire. J'inclus bien sûr la métropole, mais pas que, aussi les Outre-mer. On a un maillage territorial qui est quand même assez présent, un petit peu quand même, on en a encore. Donc on est de moins en moins, effectivement, mais il n'y a pas un seul département où il n'y a pas de présence du ministère des Armées, où il n'y a pas de présence d'un militaire. Et donc il faut se servir de cette opportunité pour pouvoir aider les enseignants à illustrer, construire des enseignements, voire avoir des témoignages. Et je reviens à ce que vous disiez, monsieur l'inspecteur général, sur l'importance du trinôme académique et des efforts qu'il fait dans cette affaire-là. Un trinôme académique, je rappelle, c'est l'éducation nationale, et puis vous connaissez l'IHEDN, et puis le ministère des Armées. Voilà, beaucoup de projets sont en cours, avec des initiatives qui sont très régionales. Je me permets d'illustrer ça. J'étais il n'y a pas très longtemps, effectivement, commandant une base aérienne des délégués militaires départementales, et donc j'avais des liens assez étroits en Loir-et-Cher avec le trinôme académique. Et à la demande du directeur de l'INSPE, on intervenait 1 à 2 fois par an dans la formation des enseignants sous la forme de jeux de rôle, où on mettait en scène des questions un petit peu particulières des élèves, voire des parents qui venaient en disant « je ne comprends pas, je n'arrive pas, d'ailleurs, je m'insurge contre ce que vous enseignez en termes de défense ou sur les valeurs d'ouverture à l'esprit de défense ». Et donc on faisait des jeux de rôle comme ça, enseignants-élèves, et nous derrière, on apportait non pas du tout des leçons, mais une expertise, une manière de dire voilà comment vous pourriez expliquer les choses, voilà véritablement les sous-jacents. Et je pense que ça a été véritablement apprécié pour pouvoir donner des clés de compréhension aux enseignants et aux futurs enseignants pour répondre comme il faut aux élèves. Voilà. Et en dehors de ça, effectivement, il y a plein de dispositifs qui permettent aujourd'hui de renforcer le lien du ministère des Armées et des Armées avec l'enseignement d'une manière générale, l'éducation nationale et les élèves, avec la participation à des rallyes citoyens. Donc là, on revient plutôt sur le parcours de citoyenneté, mais forcément, l'esprit de défense fait partie de ce parcours de citoyenneté. Les classes de défense, les cadets de la défense, tout un tas de dispositifs qui ne sont pas là pour recruter, mais bien contribuer à aider nos jeunes à monter en gamme sur cet esprit de défense et la résilience de la nation. Voilà. Bien entendu, encore une fois, on est prêt à répondre aux jeunes qui veulent aller plus avant, c'est normal, il y en a des dispositifs qui sont incrémentaux dans cette affaire-là. Voilà, pour une première expérience professionnelle, un stage ou une carrière. Mais la vertu principale, c'est bien d'aider l'éducation nationale, et on est à vos côtés pour bien diffuser cet esprit de défense qui est essentiel aujourd'hui et qui fait vraiment partie de la demande de nos jeunes. Voilà, c'est une vraie réponse pour eux. Je vous remercie beaucoup. Donc effectivement, on reviendra sur plusieurs des éléments que vous venez d'aborder cet après-midi sur les classes de défense, y compris sur la fourniture de ressources également par les armées en appui pour les enseignants. Je vais conclure notre intervention. Je vous remercie beaucoup. Donc je retiens que les enjeux de l'enseignement de défense dépassent largement le cadre propre des armées, et c'est bien finalement parce que cette notion est extensive, c'est bien parce qu'elle comporte des enjeux de formation qui sont des enjeux de formation civique au sens large, que l'éducation nationale, comme le ministère des Armées, lui accorde une attention toute particulière. Donc, quelques mots de conclusion pour finir effectivement sur, entre guillemets, l'ardente obligation que revêt aujourd'hui la promotion de cet enseignement. Quelques mots, donc je vais commencer par vous, colonel. Bon, beaucoup de choses ont été dites. Je pense que c'est prégnant, je ne vais pas y revenir. Il y a des notions très actuelles qui, à mon avis, font sens au niveau des enseignants comme des élèves, mais surtout des élèves. Et je reviens un tout petit peu sur la cyber et l'espace. Voilà, c'est l'espace, en règle générale, ce sont des choses qui font rêver, mais on en entend de plus en plus, qu'il se passe des choses dans l'espace qui font que c'est aujourd'hui un milieu qui est de plus en plus contesté.
Et puis la cyberdéfense, alors tout le monde est coutumier maintenant, même avec son téléphone portable, sur les virus, le hameçonnage, le ransomware. Voilà, c'est des choses que maintenant les jeunes, ça fait partie de leur quotidien. Ben, finalement, l'insécurité commence déjà sur leur petit terminal qu'ils ont dans leurs mains. Et je pense qu'ils comprennent très très bien les enjeux, et on l'entend dans l'actualité, sur ce nouveau champ de conflictualité avec toute l'insécurité que ça génère derrière. Voilà, c'est peut-être des clés de compréhension, ou tout du moins d'aller chercher les élèves aussi sur ce genre de choses-là qui sont des notions très actuelles et qui permettent de raccrocher ça sur une défense bien sûr militaire, mais aussi une défense globale. Et donc tout l'intérêt, effectivement, tout l'enjeu de cet enseignement de défense peut être illustré par ça. Et les enseignants ont un rôle primordial à jouer, et les armées sont bien sûr à vos côtés pour réussir cet enjeu qui est primordial pour la nation. Je vous remercie. Monsieur l'inspecteur général pour l'éducation nationale. Au fond, qu'est-ce qui nous réunit? L'armée et l'école, en dehors du fait que pendant les 30 dernières années, la défense a été en chantier, comme l'école a été en chantier, et quelquefois on a pu penser que le chantier tenait lieu de politique. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est que l'armée et l'école sont deux administrations, des états-majors, des directions, des personnels civils et militaires, mais surtout, l'armée et l'école sont des institutions. Des institutions qui, dans la République, sont singulières. Parce qu'une institution, c'est une administration qui donne du sens dans les deux acceptions du terme. Une direction et un contenu. Et c'est, je crois, le cas de l'école et de l'armée. C'est ce qui nous réunit aujourd'hui, que le mot engagement peut servir à définir utilement, comprendre, transmettre et accompagner. Et au fond, c'est ce que nous faisons. Sébastien, les mots de la fin vous appartiennent. Donc pour le réseau des INSPE, et plus particulièrement justement sur la place que cet enseignement de défense est amené à prendre dans la formation initiale justement des enseignants. Oui, finalement, je vais rebondir un peu sur les propos du colonel tout à l'heure. Alors d'abord sous la forme d'une petite pirouette en disant que, bien sûr, c'est comme pour rebondir également sur les propos d'Arnaud, il ne s'agit pas de mettre l'armée dans les classes, même si il peut arriver que des enseignants rejoignent l'armée, ou le ministère des Armées en tout cas, puisque des enseignants peuvent être amenés à exercer dans le cadre des lycées de défense ou dans d'autres fonctions proposées par le ministère des Armées, ainsi aussi apporter leur expertise. Ça ne va pas que dans un sens, ça va aussi dans un autre sens. Arnaud finalement nous a invités à réfléchir sur l'ardente obligation que revêt la promotion de cet enseignement de défense. Alors, moi, je vous le dis clairement, je pense qu'il ne faut pas parler d'obligation, d'une invitation à la promotion de cet enseignement de défense. En tout cas, réfléchir à la possibilité d'offrir à cet enseignement de défense une place dans nos maquettes de formation des enseignants qui, vous le savez très certainement, sont avant tout ces maquettes un objet politique au sens où elles sont très fortement regardées et analysées sur le plan politique. Et de facto, dire qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, inviter à laisser de la place à l'enseignement de défense dans les maquettes de formation fait que l'enseignement de défense devient déjà un objet politique. Donc ça n'est pas simple. Donc ce que nous avons commencé à travailler ensemble, l'Éducation nationale, le ministère des Armées et réseau des INSPE, c'est l'idée d'un module optionnel à la main des INSPE pour envisager localement la possibilité d'une introduction certaine, mais volontaire. Chaque mot est compté. Notre travail consiste aussi à fournir ensemble les éléments de cadrage attendus, possibles, pour donner la place à cet enseignement, bien sûr en formation initiale avant tout. On pourrait évidemment aussi parler de l'enseignement en formation continue, qui a aussi une place qui pourrait être accordée à l'enseignement de défense. Donc ça, c'est en chantier et nous y travaillons ensemble. Mais je voudrais aussi dire que de nombreuses initiatives sont déjà prises dans les INSPE et que beaucoup de choses se font déjà. Je voudrais en citer quelques-unes, et ça va faire écho là, encore une fois, à propos du colonel, en disant que, par exemple, ça ne sont que des exemples de ce que les collègues m'ont renvoyé. L'INSPE d'Aix-Marseille a mis en place cette année une UE optionnelle citoyenneté, engagement et esprit de défense pour une durée de 20 heures, répartie sur 4 journées et qui alterne entre des tables rondes, des jeux sérieux, mon colonel, vous le citiez, et des visites de sites militaires pour les étudiants. J'y reviendrai. L'INSPE de Bretagne réfléchit également à une UE spécifique, voire à un certificat pour les étudiants souhaitant parfaire leur connaissance de défense.
Donc ce que je veux dire par là, c'est que finalement, le chemin se fait et que la réflexion est en cours dans plusieurs INSPE, dont celle que j'ai citée. Je m'excuse auprès des collègues, je ne peux pas citer les 30 autres INSPE, j'en ai cité 2. Mais ce que je voulais également dire, et pour en terminer là, c'est que tant à Marseille ou qu'en Bretagne, le lien aussi avec les implantations militaires locales et les implantations territoriales est central, si ce n'est déterminant, puisqu'on peut former à l'enseignement de défense. On peut essayer de faire mieux comprendre ce que sont les enjeux de la défense et de la sécurité. On peut le faire avec des militaires, on peut le faire avec des civils, on peut le faire avec des enseignants. Mais quand on peut faire tout cela ensemble, émaillé avec une visite de site, un jeu sérieux et des militaires en démonstration parfois, comme ça peut se faire dans d'autres INSPE, eh bien ça renforce encore la tonalité déterminante et centrale que revêt l'enseignement de défense et ses enjeux pour nos étudiants et aussi pour nos collègues. Je vous remercie beaucoup. Mais on a peut-être le temps pour quelques questions. On est assez contraint en termes d'emploi du temps. Ce que je vous propose, c'est, on a eu des questions sur le chat et vous en avez sûrement dans la salle. Profitez peut-être de l'échange du déjeuner ce midi et pour les questions, autrement, on en prendra cet après-midi à l'issue de la seconde table ronde. Alors après cette première table ronde consacrée à pourquoi enseigner la défense, nous allons vous présenter tout à l'heure à la bibliothèque une réalisation concrète d'un projet pédagogique d'enseignement de défense. Avant tout, sachez que ce projet qui a été mené par Louis Teyssédou et ses élèves a bénéficié de ressources photographiques exceptionnelles provenant de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Monsieur Teyssédou, enseignant au lycée Édouard Gand, donc a découvert à l'ECPAD des photographies d'Amiens 15-18 qui l'ont alors amené à ce projet que vous allez voir tout à l'heure à la bibliothèque Louis Aragon. Alors j'invite tout d'abord à nous rejoindre à la tribune Monsieur Laurent Vessière, directeur de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, et je remercie bien évidemment les intervenants de cette table ronde. Bonjour à tous. Donc, il m'a été demandé de vous présenter l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense, le CPAD, qui était effectivement avant 2001 le CPA, l'établissement cinématographique et photographique des armées. On joue avec les sigles, vous l'avez bien compris. Donc en quelques minutes, une présentation la plus exhaustive possible de l'établissement. C'est un défi que je vais essayer de relever. Donc normalement, vous voyez voilà, cette photographie qui nous tient très à cœur, qui rappelle justement la militarité de l'ECPAD. C'était en 2015, le 14 juillet, pour le centenaire de l'établissement. Nos soldats de l'image, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des opérateurs photo et vidéo, avaient été autorisés à défiler dans des unités embarquées le jour du 14 juillet. C'est central pour nous, puisque toutes les traditions, tout le fonctionnement et toute l'identité même de l'ECPAD repose sur cette identité des soldats de l'image. Alors on avance, parce que je n'ai pas le petit bip. En effet, donc depuis 1915, je ne vous ferai pas l'historique parce que ça, je peux rester 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures sur le sujet. C'est un établissement qui en fait est l'héritier direct des sections, de la section cinématographique de l'armée et de la section photographique de l'armée, toutes deux créées en début de l'année 1915 pour répondre à la propagande ennemie. L'Allemagne et l'Autriche s'étaient organisées avant nous, et la France a mis un petit peu de temps à s'organiser, et sur initiative d'ailleurs extérieure au ministère des Armées, ministère de la Guerre à l'époque, puisque d'une part c'était les industries du cinéma qui avaient besoin d'images pour les actualités filmées, et d'autre part c'était le ministère des Affaires étrangères qui avait besoin de photographiques pour contrer la propagande ennemie dans les pays qui étaient restés neutres. Voilà. Donc, si un jour vous me réinvitez, je vous ferai l'historique de l'ECPAD, c'est mon dada. Passons à... Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le CPAD en quelques chiffres, hein, pour vous donner des repères. Nous sommes installés, non, celle d'avant, nous sommes installés au fort d'Ivry, donc dans le Val-de-Marne, aux portes de Paris. C'est 257 agents civils et militaires, dont 20% de militaires, qui sont quasiment tous
quasiment ce qu'on appelle OPEXisable, c'est-à-dire qu'on peut projeter en opération extérieure. Et le reste, ce sont des agents civils répartis entre quelques fonctionnaires, pas beaucoup, et surtout des contractuels, puisque nous sommes essentiellement dans des métiers qui n'existent pas dans la fonction publique, et avec un taux de féminisation là, qui m'agace un petit peu, parce qu'il a diminué cette année. On était proche des 50% et on est descendu à 42%, mais c'est l'objectif de l'année, c'est remonté à 50%. Voilà. Suivant du coup, et donc cet établissement s'organise autour de 4 grandes missions. Former, produire, conserver, valoriser. On va les voir très vite. J'essaie de tenir le temps. Former à travers l'école des métiers de l'image, en effet, diapo suivante. L'école des métiers de l'image, qui a été créée en 2003 au sein de l'établissement, a pour vocation de former essentiellement le personnel militaire de la famille dite des métiers de l'image. C'est une famille professionnelle qui a besoin d'être formée soit sur des formations courtes, soit sur des formations longues. Formation courte d'adaptation à l'emploi, formation longue pour des obtentions de certification qui permettront aux soldats de... Je vois, on me fait signe. Je peux les passer moi-même. Super. Oui. Je perds des secondes. Voilà. Donc des stages courts d'adaptation à l'emploi ou des enseignements de cursus qui permettent donc à ces soldats, essentiellement des sous-officiers, d'obtenir des certifications qui leur permettent de progresser dans leur carrière. Nous avons des ambitions de former le personnel civil à partir du moment, et nous sommes en discussion avec la direction des ressources humaines du ministère, à partir du moment où il y aura des parcours professionnels pour le personnel civil, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être cette année, la récupération également de la formation des officiers de la filière communication. Et on commence à y réfléchir, peut-être aussi la formation des officiers dans ce qu'on appelle la discipline de l'influence. Donc diapo suivante, s'il vous plaît. Alors la deuxième grande mission, le cœur, je dirais le cœur battant de l'ECPAD, évidemment, c'est la production audiovisuelle. Avec 3 subdivisions. La première, c'est les fameux soldats de l'image, et donc une présence sur tous les terrains d'opération extérieurs, les OPEX, ou sur le territoire national, les OPINT, et depuis très peu aussi ce qu'on appelle les MCD, les missions de courte durée à l'étranger, puisque nous avons signé très récemment un nouveau contrat opérationnel avec l'état-major des armées, qui inclut désormais cette nouvelle mission pour environ 1600 jours hommes par an. Donc nos soldats, pour faire court, sont un peu partout sur la planète, là où il y a des militaires français, soit en opération extérieure, soit sur des lieux où ils ne sont pas amenés, je dirais, qui n'ont pas le statut d'OPEX. Prenons Djibouti, par exemple, ce n'est pas un statut d'OPEX. Nous avons des soldats. Et nous sommes amenés à filmer l'opération Vigipirate, l'opération Résilience, etc., tout ce que vous connaissez sur le territoire national. Ces images, pendant 30 jours, sont mises à la disposition gratuite des médias. Ils peuvent les utiliser et au bout de 30 jours, elles passent sous un statut de fourniture commerciale. Voilà. Sur ce point, dire rapidement que nous avons une remontée en puissance, parce que c'est un sujet qui a été abordé, donc je ne peux pas le taire. Nous avons une remontée en puissance très rapide au sein de l'établissement, au profit de l'état-major des armées, dans le cadre de la lutte informationnelle, et je n'en dirai pas plus. Suivant. La deuxième partie, bien écoutez, ils sont derrière vous, vous les voyez, les 2 caméramens qui sont là. C'est la captation événementielle. Vous avez peut-être vu également un camion dehors, un car régie. Nous sommes amenés à capter des événements liés à la mémoire combattante au profit de la DMCA ou du président de la République ou de la Première ministre, ou encore d'autres événements liés, je dirais, alors pas directement à la mémoire combattante, mais au monde des armées. Suivante. Et la troisième partie, c'est, là je ne me détaillerai pas, parce que là aussi je pourrais durer très longtemps, c'est la chaîne de production audiovisuelle, production, post-production. Troisième grande mission, les archives. Évidemment, depuis 1915, nous conservons les archives de l'établissement, et depuis à peu près une vingtaine d'années, nous conservons de manière un peu désordonnée les archives du ministère, et depuis le début de l'année dernière, un nouveau décret nous reconnaît enfin le statut de service d'archives définitive, service d'archives audiovisuelles du ministère des Armées. Et donc toutes les unités du ministère ont l'obligation légale et réglementaire de verser leurs archives audiovisuelles à l'ECPAD, ce qui fait, diapo suivante et encore suivante, 15 millions de photographies et environ 100 000 heures de films disponibles
aujourd'hui au Fort d'Ivry, dans une médiathèque, exactement comme les autres services d'archives que vous pratiquez certainement. Vous venez librement les consulter. Et nous avons également un site internet, diapo suivante, un site internet qui s'appelle Image Défense, que nous alimentons progressivement en fonction de la libération des droits d'auteur et aussi de la communicabilité des archives, qui regroupe aujourd'hui 320 000 photos et 1200 heures de films, ainsi que le catalogue complet une salle des inventaires virtuels, voilà, pour faire court aussi. Image suivante. Et peut-être ce qui vous intéresse le plus, évidemment, ce matin, peut-être, c'est nous sommes également, comme tous les services d'archives de France et de Navarre, un établissement culturel qui a à la fois donc, des actions culturelles, production de livres, de documentaires, d'expositions, de coproduction avec des maisons de production qui nous permettent ensuite de passer des documentaires que vous voyez en prime time sur les chaînes premium. Voilà, enfin, toute la gamme classique d'actions culturelles, des actions pédagogiques, que ce soit donc au niveau local, avec évidemment l'accueil de classes de l'Académie de Créteil, puisque nous sommes dans le Val-de-Marne, nous avons la chance inouïe de bénéficier à demeure d'une enseignante, Catherine Dupuis, que vous écouterez cet après-midi, enseignante agrégée, qui est chez nous à plein temps, c'est une chance inouïe. Donc elle prépare avec les enseignants les ateliers qui se déroulent à l'ECPAD, mais également elle prépare au niveau national des contenus qui transitent généralement par le canal de la DMCA pour alimenter les fameux sites dont on a parlé précédemment. Et puis, évidemment, là aussi, on a une activité de recherche en lien avec des laboratoires de recherche, universités, CNRS, sur différents programmes de recherche liés à l'image. Voilà, je crois que j'ai fini. Et nous avons donc travaillé avec Louis, mais je laisserai Louis raconter tout cela, il le fera bien mieux que moi. Merci beaucoup, Monsieur Vessière, pour cette présentation. J'invite maintenant à nous rejoindre Monsieur Louis Tessédou, enseignant au lycée Édouard Gand d'Amiens. Monsieur Tessédou a conçu un remarquable projet pédagogique d'enseignement de défense avec ses élèves en filière professionnelle. La concrétisation de ce projet, vous allez bientôt le découvrir à la bibliothèque municipale d'Amiens. Mais en attendant, je laisse la parole à Monsieur Tessédou pour vous présenter ce beau projet. Bonjour à tous. Donc ce projet se fait dans le cadre du chef-d'œuvre avec des élèves de la filière animation du lycée Édouard Gand. On avait commencé l'année dernière et il y a des personnes de la région qui sont dans la salle. On avait commencé au centre culturel Léo Lagrange avec une exposition de photographie d'Amiens en 1915 de Raoul Berthelet. Raoul Berthelet qui était un officier d'administration et qui a pris énormément de photos. Ces photos sont déjà assez formidables, mais en plus elles sont légendées. Donc on sait qui est pris en photo, à quelle date et pourquoi. Donc on a un ensemble photo assez intéressant et les légendes renforcent l'humanité puisque derrière les photos, il y a quand même des hommes. Derrière ces photos, des soldats, il y a des femmes. Donc on a une rencontre entre des élèves et puis ce qui s'est passé à Amiens en 1915. On a aussi une rencontre avec les descendants parce que le plus grand des hasards fait qu'on a retrouvé des descendants de soldats qui figurent sur les photographies. Donc on a des élèves de la voie professionnelle qui se rendent compte qu'en sortant du lycée professionnel, on peut avoir un impact sur la vie culturelle locale. Et puis, il y a eu une évidence avec le CPAD, c'est en allant faire des recherches sur une usine de la ville qui s'appelle l'usine Cosra. Je n'ai pas trouvé l'usine Cosra dans les fonds de l'ECPAD, mais par contre, il y avait un fonds magnifique de 1918. Après les bombardements allemands de mars 18, la section photographique et cinématographique de l'armée vient à Amiens. Et il y avait une espèce de concordance entre les photos de Raoul Berthelet, qui prend en photo la ville quand elle est une ville de l'arrière-front calme et où tout se passe entre guillemets bien, et 1918 où Raoul Berthelet n'est plus là, mais on a des photos de la SPCA qui sont assez remarquables et les photos se parlent entre elles. En fait, le jeu avec les élèves, le travail avec les élèves, ça a été de voir les permanences, les ruptures entre 1915, entre 1918, et puis tout bêtement de monter une exposition, donc de faire des cadres, d'encadrer, de poser
une exposition, travailler grâce à la DMCA avec la SNCF pour faire une exposition en ville, puisque l'exposition elle est sur 2 pôles, et puis préparer du travail de médiation, parce que c'est des bacs pro animation, donc qui vont être des futurs animateurs, donc leur montrer qu'à partir de quelques photographies, qui leur parlent, puisque c'est du territoire local, on est sur des photos d'Amiens, ils sont d'Amiens, donc ça leur parle concrètement, c'est leur territoire qui s'approprie, et on a préparer du matériel de médiation, puisque des élèves de collège, des élèves de primaire vont visiter l'exposition en étant accompagnés par les élèves, chose qu'on a essayé l'année dernière et qui avait très bien fonctionné. Et grâce à différents soutiens, les élèves partent en Inde pour présenter l'exposition, puisqu'on a des photos extrêmement rares de soldats indiens et on a des lettres de soldats indiens. Donc on a une opportunité d'aller à New Delhi pour une conférence internationale et d'avoir voilà, des élèves qui sont mobiles et qui voyagent grâce à l'ECPAD et aux archives municipales de Toulouse qui ont ces photographies de Raoul Berthollet. Voilà. Merci Louis. Alors nous allons maintenant nous diriger vers la bibliothèque. Donc je vous invite à reprendre vos affaires en fait au vestiaire. Et puis le chemin faisant, c'est juste à gauche. Vous verrez, c'est assez rapide. Et on se retrouve ensuite pour le déjeuner à l'hôtel des Feuillants, qui est juste en face.